plus exactement, on arrondit les magots du côté d'un certain nombre de trafics, drogue, faux monnayage, etc., etc. Alors, tout cela, ça constitue des sommes d'argent parallèles, de manœuvres qui permettent de renverser des gouvernements, qui permettent de faire des politiques parallèles dans un certain nombre de pays, tout à fait inquiétant. Mais ce qui est encore plus inquiétant, et je vais finir par là ce que je vais vous dire sur l'Afrique avant de rebondir sur autre chose, c'est le passage de la France-Afrique à la mafia-Afrique. Parce que dans cette histoire de l'Angola, vous avez le pourboire pour Jean-Christophe Mitterrand, 13 millions, vous avez 3 milliards pour Guédamac, 3 milliards pour Pierre Falcon, et quand vous passez à Guédamac, c'est 30, 40, 50 milliards qu'on commence à entrevoir. Pourquoi? Parce que Guédamac est en quelque sorte le représentant de cette énorme masse financière que certains appellent la mafia russe, mais qui est tout simplement le pillage de la Russie qui s'est produit en l'espace de 4 ans entre 1989 et 1993. Au moment où le mur allait s'effondrer, le KGB et la nomenclature russe, en l'espace de 4 ans, ils ont bradé à 10% de sa valeur les énormes stocks stratégiques d'aluminium, d'engrais, de diamants, de pétrole et les armes de l'armée rouge qui étaient en quantité considérable. Ils les ont vendus à 10% de leur valeur pour que la différence puisse être placée dans les paradis fiscaux en Suisse et ailleurs. Et cette somme-là, ça représente 500 milliards de dollars. Avec cet argent-là, ces gens-là qu'on appelle aujourd'hui les nomenclaturistes ont racheté la Russie, et ils ont racheté une partie de la Côte d'Azur, et ils ont racheté aussi une partie du pétrole en Angola. Ils ont fait un certain nombre de trafics. Ils ont même été jusqu'à racheter la plus vieille banque américaine, la Bank of New York. Alors là, les Américains ont dit stop quand même. On veut bien jouer avec vous, mais il y a des limites. On n'a pas vaincu l'URSS pour que vous veniez racheter nos banques. Donc, à ce moment-là, ils leur ont dit, mais les 10 milliards les 10 milliards de dollars d'argent du FMI, ils ne seraient pas disparus par hasard? Alors, effectivement, ils étaient disparus. Et disparus par ce circuit-là. Alors, après cette sommation, dont vous avez sûrement beaucoup entendu parler, un mois plus tard, le FBI a reçu l'ordre d'arrêter l'enquête sur ces 10 milliards de dollars du FMI. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que Guédamac, c'est, je vous ai dit, l'ex-KGB, le FSB, la DST, le Mossad, quelques autres services encore. Il est associé à Falcon, qui est branché sur les États-Unis, et on pourrait continuer longtemps comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer depuis 3 ou 4 ans? C'est que ces nappes souterraines parallèles gérées dans l'orbite des lobbies militaro-industriels, des pétroliers et des services secrets sont en train de s'interconnecter. On a une mondialisation des phénomènes de criminalité financière ou d'argent parallèle des différentes nationalités. Et c'est ça qui est en train de se passer à travers des personnages comme Guédamac, qui est en quelque sorte le porte-parole de la masse financière russe. Donc on s'aperçoit qu'on est en train d'assister à une espèce de prise de contrôle extrêmement dangereuse, parce que la France-Afrique, qu'est-ce que c'était? C'était une raison d'État mise en place par De Gaulle avec des pratiques de voyous, des pratiques illégales de voyous. Mais quand vous avez des gens qui pendant 40 ans font des pratiques de voyous, eh bien ils deviennent des voyous. Un Sirvin, qui est un honorable correspondant des services secrets, il dit, mais j'ai de quoi faire 20 fois sauter la République, j'ai de quoi me payer toute la classe politique, ce qu'il a fait. Donc ce n'est plus la classe politique qui commande aux services secrets, c'est ces gens-là qui se mettent à commander à la classe politique. Donc tout ça est extrêmement inquiétant par rapport à notre démocratie, outre que ça contribue à détruire l'Afrique et à lui coller des dettes qui n'ont ni queue ni tête. Bon, mais je voudrais maintenant terminer assez rapidement en passant sur l'enjeu politique majeur qui est derrière tout ça. Derrière tout ça, il y a d'abord le problème de l'accélération incroyable de la délinquance, de la criminalité financière, de la dérégulation financière qui est en train de constituer un gouvernement parallèle du monde. Bon. Et une partie des événements récents s'explique aussi par cela. J'espère que certains d'entre vous ont lu Révélation ou la boîte noire, parce que tout ça est parfaitement expliqué là-dedans. En fait, tout cela, la criminalité financière, peut paraître mystérieux, mais ce n'est pas si compliqué que ça. En fait, qu'est-ce qui est en train de se passer
dans cette mondialisation négative. C'est que, autrefois, pourquoi avons-nous été capables de dilater cet espace intermédiaire, je vais y revenir tout à l'heure, de construire des biens publics en France, etc. C'est parce que quand dans un État-nation, il y a des gens qui fraudent ou qui font de l'escroquerie, la police, la justice ou le fisc a la possibilité d'aller contrôler leurs comptes en banque. Aujourd'hui, c'est totalement impossible dans le cadre de la mondialisation. Le juge Van Ruymbeck vous explique qu'un mafieux qui place 10 millions de dollars d'argent de la drogue en Suisse, à Genève ou à Lugano, en 24 heures, il crée 4 sociétés écrans dans 4 paradis fiscaux, il fait 4 virements, et si un juge vient le savoir par miracle, il lui faut 1 an et demi pour remonter chaque virement. C'est-à-dire 6 ans pour remonter ce que quelqu'un a déplacé en 24 heures. Par conséquent, on est dans un système d'impunité totale. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Aujourd'hui, la moitié des transactions financières internationales passent par les paradis fiscaux. 1000 milliards de dollars chaque année d'argent du crime rentrent dans le système bancaire, y compris dans les plus grandes banques françaises. Et dans l'envers de la dette, j'explique que les 3 des principaux établissements bancaires français, le Crédit Agricole, la Société Générale, la BNP Paribas, sont profondément impliqués dans ces mécanismes de destruction de l'Afrique. Bon. Donc, vous voyez que on est dans un mécanisme totalement dérégulé, et ce que vous explique très bien Denis Robert dans ses livres Révélation et la boîte noire, c'est que tout ça n'est pas si mystérieux que ça, qu'on peut d'ailleurs probablement lutter contre assez facilement, parce que tout ça est rassemblé dans 2 chambres de compensation mondiales, l'une à Bruxelles, l'autre à Luxembourg, qui s'appellent Euroclear et Clearstream, et que dans ces cocottes minutes de la finance mondiale, eh bien, ils ont découvert que la moitié des comptes étaient non déclarés et étaient dans les paradis fiscaux. Autrement dit, ces chambres de compensation, qui sont des coopératives des plus grandes banques mondiales, là-dedans, il y a la moitié des comptes qui sont non déclarés. Et il y a même tout un tas des opérations qui se font par des circuits parallèles dans l'informatique de ces établissements. Alors ça, c'est à la fois tout à fait désespérant, mais c'est aussi plein d'espoir. Parce que dans l'histoire des contre-pouvoirs dont je vais commencer à vous parler, très souvent, on a retourné comme un gant quelque chose qui avait été créé par des pouvoirs ennemis. Le Parlement, qui avait été créé comme Conseil du roi, a été transformé en Assemblée nationale. Eh bien, ces chambres de compensation qui gèrent la finance mondiale, il suffirait d'une volonté politique européenne pour les transformer en banque centrale sous contrôle public. Et à ce moment-là, on aurait les traces de toutes les opérations de criminalité dont je viens de vous parler, et je n'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer que nous sommes en train de découvrir, avec les gens qui se battent contre la dette, tout un tas d'instruments juridiques qui permettent de faire des procès à ceux qui ont accordé la dette pour montrer non pas qu'il faut remettre la dette, mais que la dette est nulle pour toutes sortes de raisons juridiques. Il y a tout un tas de précédents juridiques qui ont été trouvés et qui montrent qu'on peut tout à fait attaquer les différents éléments de la dette devant des tribunaux occidentaux et qu'on a des chances, en fonction d'un certain nombre de précédents historiques et juridiques, de pouvoir montrer que toute cette escroquerie est nulle juridiquement. Donc, là aussi, c'est l'envers de la dette. Parce qu'on ne va pas se contenter de demander la charité et l'annulation de la dette, on va pouvoir l'attaquer. Et on va pouvoir l'attaquer notamment en allant chercher les preuves de toutes les transactions dans ces chambres de compensation qui se trouvent à Luxembourg ou à Bruxelles, sauf si par hasard elles brûlent un jour, ce qui pourrait arriver. Alors, je finis simplement sur les éléments positifs, avant de vous laisser la parole, en vous disant que, dans notre histoire, on n'a pas fait que des choses négatives. En 200 ans, on a quand même été capable, et je suis obligé de caricaturer très vite pour laisser un peu de place au débat, on a été capable quand même de construire à l'échelle nationale ou européenne un petit peu de biens publics. En 1815, on avait à peu près 15% de biens publics en France sur un petit gâteau national, une petite production nationale brute. On avait un peu de police, la police, oui, une justice de classe, quelques routes, etc. 150 ans plus tard, 200 ans plus tard, on a à peu près 45% de biens publics. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un mouvement social, des luttes sociales, qui ont exigé de la dignité, qui ont demandé de l'éducation, de la santé, des retraites, du droit du travail, des congés payés, etc. C'est-à-dire qu'il
il y a eu tout un combat pour la dignité qui s'est fait difficilement sur la durée, mais qui a eu pour objectif de dire, mais attention, dans la richesse qui est produite, il y a de la richesse qui est marchande, des biens privés, mais il y a aussi de la richesse qui ne doit pas être de la marchandise, qui est beaucoup trop importante. C'est-à-dire ce qui nous fait exister, ce sont des choses beaucoup plus importantes que ce qui nous fait produire. Et même aujourd'hui, il n'y a plus personne à la Banque mondiale, contrairement à ce que vous croyez, qui ose défendre le principe, ou contester le principe, qu'un peuple bien éduqué et en bonne santé est plus efficace économiquement qu'un peuple malade et analphabète. C'est-à-dire que un niveau de bien public suffisant est absolument indispensable, y compris pour la prospérité économique. Mais pas seulement. Tous les pays qui sont classés en tête aujourd'hui en matière de développement humain, un indice statistique qui ne comprend pas que la seule richesse économique, eh bien tous ces pays ont au moins 35 à 40% de biens publics. Donc on voit bien que ceux qui se battent pour le maintien d'un haut niveau de biens publics se battent en fait pour des biens de civilisation, des biens de dignité. Ce qui fait que dans un pays, tout le monde et tout n'est pas à vendre. C'est-à-dire que le phénomène de création des biens publics a eu aussi un phénomène de dilatation, d'expansion de la richesse globale. Et contrairement à tous ceux qui prétendaient que ce n'était pas possible de payer la santé, l'éducation, les congés payés, etc., ça a développé tout un tas d'activités qui fait qu'en fait, aujourd'hui, y compris la richesse privée, est plus importante que quand on avait moins de biens publics. Eh bien, quel est l'enjeu au niveau international? Aujourd'hui, au niveau international, on a 0,3% de biens publics à l'échelle mondiale. Quelque chose de ridicule. On va devoir, de manière absolument indispensable, si on veut combattre l'effet de serre, si on veut combattre les grandes épidémies, si on veut assurer la sécurité alimentaire, une justice pénale internationale, combattre la pollution des océans, on va devoir créer du bien public à l'échelle mondiale, y compris aussi pour réguler la criminalité financière. En même temps, les deux jeunes Guinéens qui, en s'envolant dans une soute d'avion, il y a 2 ans, ont dit aux dirigeants d'Europe, nous sommes des êtres humains, nous avons droit à l'éducation et à la santé. Ils sont morts de froid, mais ils ont été enterrés comme des prophètes dans leur pays, et c'est des prophètes. Ils ont parfaitement raison. On ne pourra pas ne pas leur donner raison. C'est inévitable. Donc, nous allons conquérir, tous ensemble, des biens publics à l'échelle mondiale. Et ça change totalement le principe de la solidarité internationale. Parce que là, ce n'est pas nous qui allons les aider à travers une espèce d'aide au développement néocoloniale, plus ou moins charitable et plus ou moins détournée. Ceux qui vont se battre pour conquérir du bien public parce qu'ils ne l'ont pas, eh bien, en fait, c'est eux qui vont nous aider. Parce que c'est eux qui vont initier un jeu à somme positive par rapport à une humanité qui aujourd'hui va droit dans le mur en confinant ses richesses à un tout petit nombre. Donc on se rend compte que la perspective d'une construction des biens publics à l'échelle mondiale, sur laquelle nous avons beaucoup travaillé et qui est beaucoup plus accessible que vous ne pensez, parce que nous avons dans notre mémoire le souvenir de la manière dont nous les avons conquis, eh bien, cette construction des biens publics à l'échelle mondiale renverse complètement la perspective de la solidarité internationale. Et à partir de là, j'en viens maintenant tout de suite à ma conclusion, si un Jean-Christophe Mitterrand, qui plaide son innocence dans tous les sens du terme, est capable de planquer 13 millions de francs en Suisse pour ne pas payer l'impôt, ça veut dire que bientôt il n'y aura plus que les pauvres et les imbéciles pour payer leurs impôts, c'est-à-dire pas grand monde. Qu'est-ce que c'est que ça ici? C'est pas la quête à la sortie des églises, c'est le fisc. Le fisc, c'est une œuvre de civilisation. Il n'y a pas de bien public s'il n'y a pas un petit peu de solidarité collective. Qu'est-ce que c'est que les paradis fiscaux? C'est la destruction du fisc, c'est-à-dire la destruction de tout ce que nous avons conquis en 2 siècles. Donc vous voyez aujourd'hui clairement que les paradis fiscaux, ce n'est pas seulement par là que s'en va tout le sang et toute la richesse de l'Afrique, c'est aussi par là qu'est en train de se détruire tout ce que nous avons conquis de notre côté. Et par conséquent, pour ceux qui avaient un petit peu perdu leur boussole en matière militante, nous savons maintenant clairement ce que nous ne voulons et ce que nous ne voulons pas. Si nous voulons des biens de civilisation, c'est-à-dire des biens publics, eh bien, en même temps, nous savons que nous devons combattre ce qui les détruit, c'est-à-dire la criminalité financière. Voilà.
Bon, je vais d'abord répondre à ces deux questions parce qu'elles sont importantes et elles vont ensemble. Ce qui est difficile quand je viens de faire cette démonstration, c'est que je vous parle des délires de l'étage supérieur. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se battent à ce niveau-là. Il y a encore des juges intègres, il y a encore des journalistes honnêtes, etc., etc. Il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas totalement hors des règles du jeu. Même si par rapport à la justice et au droit, pour dire les choses autrement, la démocratie, c'est d'abord la capillarisation des contre-pouvoirs, c'est-à-dire le fait qu'à cet étage-là, un certain nombre de gens défendent les règles du jeu contre des gens qui les méprisent. Et évidemment, si les contre-pouvoirs disparaissent, il n'y a plus de démocratie. Or aujourd'hui, ce que j'explique dans mon dernier livre Noir Chirac, c'est que Chirac a partie liée totalement avec ceux qui sont en train de verrouiller très rapidement deux des contre-pouvoirs majeurs qu'il y a en France, c'est-à-dire la justice et les médias.